Mathieu Bocoté, je vous suis bien. Maintenant, chaque fois que on parle de ces questions, on a l'impression que le Québec est une société qui n'en finit pas de mourir et de renaître et de mourir et de renaître. Mais chaque fois qu'elle renaît, elle renaît un peu moins chaud qu'auparavant, oui, vers une disparition progressive. Et parce qu'on ne dit jamais ça dans le discours ici, c'est qu'on a perdu dans l'histoire. Oui. Et on dit bien, vous savez, en latin, avec les vae victis, malheur aux vaincus. On a été vaincu, à moitié vaincu, si vous voulez, et on essaye de faire l'impasse là-dessus, comme le Canada anglais également, et donc ce sont deux ruses, les Franco et les Anglo, qui essaient de financer ensemble. Et peu à peu, la température baisse de siècle en siècle. Et puis, ce qui nous guette d'ici quelques siècles, c'est la disparition. Quelques siècles, vous êtes plein d'espoir. Quelques décennies, quelquefois, on a l'impression. Mais je suis d'accord, il y a quelque chose de très juste dans votre propos lorsque vous nous dites un peuple qui a oublié le fait qu'il a perdu. C'est historiquement un perdant, si je puis dire. Il y a cette réalité de la défaite, cette précarité existentielle du Québec, qui fait de nous une petite nation, pour reprendre les termes de Milan Kundera. Et à tout point de vue. À tout point de vue, absolument. Mais cette précarité existentielle, depuis la Révolution tranquille, nous avons cherché à l'oublier. Oui. Comme si le Québec veut être grand à tout prix, alors quelquefois, le discours souverainiste va le représenter à la manière de certains délires. On va nous dire, le Québec souverain serait une voie incontournable dans la paix mondiale. C'est faux. Le Québec souverain serait un citoyen vert exemplaire. C'était l'argument de certains jeunes députés souverainistes au milieu des années 2000. Le Québec souverain serait la première république verte, l'ambassade de l'écologisme mondialisé. Aïe, aïe. Pourquoi devenir souverain? Pour devenir la voix de l'écologisme à l'intérieur de l'ONU. Alors, quand on entend cette espèce de discours fantasmatique, ce messianisme compensatoire qui vient de loin dans notre histoire, un peuple qui ne possède pas le pouvoir politique se réfugie souvent dans une forme de messianisme compensatoire, eh bien, oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est une forme d'oubli de notre précarité. Mais je dirais une chose, il y a quand même une victoire dans l'histoire québécoise, et c'est une victoire qu'on a voulu oublier. Cette victoire, c'est notre formidable survivance, ce formidable enracinement. 4 siècles après la fondation du Québec, d'une certaine manière, 250 ans après la conquête, le Québec continue d'exister à la manière d'une société relativement cohérente, avec une très forte prédominance francophone pour l'instant encore, sauf à Montréal. Mais encore, nous avons réussi à constituer, contre toute attente, une société moderne, enracinée, développée, une société qui a ses défauts, bien évidemment, mais nous avons réussi à durer 4 siècles. C'est quand même pas si mal durer 4 siècles, et surtout, nous sommes encore accrochés à une promesse qui pourrait être celle de notre grandeur comme peuple, celle d'une résolution positive de la question nationale, d'une refondation politique d'un Québec qui quitterait la condition provinciale pour accéder pleinement à la condition historique. Je crois que ça fait partie des espoirs qui traversent la conscience historique québécoise. Je veux bien, Mathieu, mais je suis moins d'accord avec vous là-dessus, parce que comment vous parlez de repolitisation de l'identité québécoise, mais la plupart des Québécois n'ont pas accès à leur histoire, et ça, ce sont des immigrants qui nous le disent. Alors, eux, ils sont pris entre deux feux. On leur dit, intégrez-vous à la majorité, mais la majorité n'a pas accès à son propre bagage culturel. Oui et non, je ferai une nuance. Oui. C'est-à-dire, oui, il y a une carence de la conscience historique québécoise, c'est-à-dire la connaissance historique au sens strict n'est pas très présente. L'école a démissionné sur ce point de vue. Mais au même moment, les Québécois, s'ils ne savent pas leur histoire, la devinent. Les Québécois devinent leur histoire très bien, et ça, je le constate dans mes salles de classe, notamment à l'université, lorsque j'enseigne. Je vois que les Québécois, disons, ils se représentent leur histoire un peu de la manière suivante. On était ici en Nouvelle-France, on a mangé un coup. Une grosse défaite, ça nous a fait mal. Depuis, on s'en est jamais vraiment relevé. On a essayé avec les patriotes, mais ça n'a pas fonctionné. L'Église est arrivée, elle nous a permis de survivre, mais elle nous a quand même dominés. Et à partir de 1960, on essaie de se relever. 1 référendum, 2 référendums. Pour l'instant, ça va mal, mais il risque d'en avoir un 3e. Donc, une histoire d'avachissement et de redressement. C'est une vision évidemment simplifiée de manière outrancière de l'histoire québécoise. Mais les Québécois sont disponibles envers une actualisation de leur conscience historique. Encore faudrait-il que leurs élites cessent de prêcher, de ce point de vue, l'oubli ou la repentance. Et que les allophones, les anglophones de l'ouest de Montréal, les immigrants, etc., entrent dans ce discours-là. Je veux dire,
On devine ses racines, je veux bien, Mathieu, mais d'un autre côté, comment voulez-vous parler à un immigrant? Je devine mes racines, il faut que tu t'inclues, il faut que tu rentres dans ces racines que je devine. Et il va bien, oui, c'est quoi tes racines? Oui, mais ça, il faut distinguer entre les Québécois et leurs élites là-dessus. Les Québécois savent en gros, parce qu'au Québec, on sait toujours en gros, savent en gros qui ils sont. Et je dirais que les immigrants eux-mêmes, et moi, je vais vous donner un exemple vraiment tiré de la culture populaire ici, à quoi remarque-t-on chez un immigrant souvent la volonté de s'intégrer à la majorité francophone? Donc, pas seulement de parler le français, mais d'envoyer le signal d'un désir d'intégration identitaire. Mais il se met à sacrer. Il se met à sacrer, on peut s'en désoler, mais il veut envoyer, lorsqu'il se met à sacrer, lorsqu'il se, je sais pas moi, lorsqu'il se cogne le gros orteil, ça lui fait mal, et plutôt que de dire quelque chose dans sa langue d'origine, il nous sort, là je ne le dirai pas parce que nous sommes à Radio Ville-Marie quand même. Nous sommes à Radio Ville-Marie, nous sommes déjà polis, mais lorsqu'il sort un terme qui commence par un ta, par exemple comme ça, lorsqu'il se casse le gros orteil, eh bien c'est un signal qu'il envoie, maladroit, c'est un peu malheureux que ce soit comme ça qu'on s'identifie au Québec, mais une volonté de s'identifier aux Québécois. Donc ça, moi je vois ça, chez les immigrants, ils reconnaissent c'est quoi la culture québécoise. Mais le problème, c'est celui de nos élites. Et ça, c'est un véritable problème. Cette démission politique dans l'affirmation identitaire québécoise, cette démission politique dans l'affirmation de la majorité francophone, cette peur de travailler à la francisation de Montréal. Pourquoi? Parce que nous sommes terrifiés devant le politiquement correct qui assimile à la xénophobie et au racisme toute marque de redressement. Mais ça, c'est les élites occidentales ont toujours peur de ces trucs-là. Elles ont appris ce catéchisme depuis des années, et pas seulement au Québec. Absolument. S'il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que ça traverse toutes les sociétés occidentales. Mais au Québec, il y a quand même une vieille apathie, si je peux dire, une vieille défaite qui continue, qui rejaillit quelquefois. C'est-à-dire cette peur d'avoir l'air ringard, cette peur d'avoir l'air ringard devant l'anglophone, cette peur d'avoir l'air à l'écart de l'Amérique du Nord. Alors ça, je crois que oui, toutes les sociétés occidentales, et Dieu sait que je l'ai documenté, sont traversées aujourd'hui par cette mauvaise conscience, mais ça se double au Québec quelquefois d'une forme de questionnement bien plus sournois. Avons-nous véritablement raison de continuer de nous battre pour exister? Est-ce que ce ne serait pas plus simple finalement de tout laisser aller? Est-ce qu'il ne faudrait pas une fois pour toutes s'effacer devant les exigences de la modernité qui par ailleurs parle anglais? Eh bien moi je crois que cette conjugaison d'un côté d'un vieil atavisme canadien-français, cette lassitude devant sa propre existence, c'est un peu la fatigue culturelle. Hubert Aquin l'avait bien vu, et de l'autre côté cette mauvaise conscience dominante aujourd'hui dans toutes les sociétés occidentales, lorsque ces deux phénomènes s'accouplent, eh bien ça crée l'impuissance politique ou l'impuissance historique même du Québec actuel. En 30 secondes, Mathieu, vous allez voter ou pas demain? Parce que tout le monde vous déçoit là-dedans, j'ai l'impression. Je vais voter, je suis un citoyen comme les autres, je ne me dérobe jamais à mon devoir citoyen, et quant à la politique, je dis la chose suivante, un jour, quelque part en 2007, j'ai décidé de prêter un serment d'infidélité à tous les partis, même ceux que j'aime. Alors de ce point de vue, je ne me considère plus comme un partisan ou un card-carrying member de quelque parti que ce soit. Je regarde le débat, mais bien évidemment que j'irai voter. Magnifique. Mathieu, merci beaucoup. Et j'annonce d'ailleurs à tout le monde que vous êtes maintenant un chroniqueur fixe au Midi Actualité Radio Ville-Marie. On vous entendra tous les jeudis, en fait, vers les 12h30, si Dieu le veut, n'est-ce pas? Ce sera pour mon plus grand plaisir. Et si l'animateur le veut. On verra bien, on va consulter l'animateur. Merci beaucoup. C'était Mathieu Bocoté, chroniqueur maintenant.